Sur le terrain de la Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. L'édition de l'information sur la télévision du monde. Une édition que nous ouvrons en parlant de politique et principalement des travaux du National Executive Committee du Social Democratic Front. Les travaux se tiennent à Yaoundé sous la présidence du chairman Ni John Frondi qui par ailleurs le 10 février 2021 dernier a annoncé sa retraite politique. Une sortie du président national du SDF qui, par ailleurs, a semblé ouvrir la porte à des clivages au sein de sa formation politique. Retour sur les enjeux de ses travaux, Patrick Ngoignan. Ce samedi 13 mars, le comité exécutif national NEC du SDF se réunit en session ordinaire au siège du parti, situé au quartier Olézoa à Yaoundé. Et comme la traduction l'exige, 3 points centraux seront à l'ordre du jour. La vie du parti, la vie nationale et la scène internationale. La rivalité entre les députés Ossi et Ninche en rapport non seulement avec la retraite annoncée du chairman John Frondi, mais aussi avec la fin de la pétition adressée au Parlement américain sera examinée. Il s'agit en effet de deux sujets qui rentrent dans le cadre de la vie du parti, rapporte un cadre du SDF. À partir du moment où des députés membres du NEC sont impliqués dans une polémique sur la place publique, le sujet est forcément mis sur la table. Au sein du parti, certaines langues rapportent que les plaintes s'entassent contre Joshua Oshi. On le soupçonne d'être de connivence avec le pouvoir de Yaoundé. On l'accuse de ne pas suffisamment porter la voix du parti dans les revendications visant à trouver une solution définitive à la crise anglophone. On l'accuse aussi d'avoir manœuvré dans le but de pousser le chairman vers la sortie et de vouloir prendre la tête du parti en positionnant des affidés à la base. Autant de récriminations qui pourraient être soulevées lors de la rencontre d'Olézoa. En effet, si les membres du NEC sont appelés à découvrir l'ordre du jour de la réunion ce samedi, la question de l'avenir du parti, notamment l'après Frondi, a de fortes chances d'être posée. Il est évident que si le sujet de la succession du chairman n'est pas inscrit à l'ordre du jour, au moins un ou plusieurs membres vont la poser. C'est une question d'actualité qui est en train de créer une crise entre certains leaders. Outre la rivalité entre Joshua Oshi et Jean-Michel Ninche, un troisième groupe avance en silence avec l'ambition de choisir l'héritier de John Frondi parmi les personnalités originaires du Nord-Ouest. La réunion ordinaire de ce jour pourrait déboucher sur la convocation d'une session extraordinaire pour trancher définitivement la question. Le chairman ne pouvant désigner son propre successeur puisqu'il est lui-même élu comme tous les membres du NEC. Le NEC peut en effet décider de convoquer un congrès extraordinaire anticipé sur la date parce que le prochain étant prévu en 2023. Les militants du Social Democratic Front nourrissent beaucoup d'attentes et de grands espoirs de ces assises. La commission chargée d'élaborer la nouvelle stratégie opérationnelle du parti, présidée par Jean-Michel Ninche, et celle chargée de la réconciliation doivent présenter leurs rapports respectifs. D'après le ministre de la Communication du NEC, Robert Wafo, le SDF doit revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire qu'il oppose au régime une résistance de manière à dissiper dans la conscience de certains Camerounais ces soupçons de connivence ou de collaboration qui existeraient entre lui et le gouvernement en place. Le Social Democratic Front doit retrouver ce qui a fait sa force dans les années 1990, à savoir la contestation des prises de position publiques sur les sujets qui meublent le quotidien des Camerounais et que le SDF soit de plus en plus présent chaque fois que le peuple a besoin de lui. Il faut que le NEC soit celui de la refondation et l'ancrage définitif du parti dans les idéaux qui ont conduit à sa création. La résolution de ces assises conduites à Yaoundé par le chairman Ni John Frondi reste donc attendue pour savoir ce que deviendra le Social Democratic Front, cette formation politique avec 5 députés à l'Assemblée nationale et plusieurs conseillers municipaux et donc des maires à travers le pays.
Nous parlons à présent de santé et précisément de la lutte contre la pandémie Covid-19, à elle couplée également la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Ces différentes luttes déploient les autorités administratives, au premier rang desquelles le préfet du département du Vouri qui a déposé ses valises au rond-point PK14, c'est à Lok-Bessou. Là-bas, il a rencontré les populations et au cours des échanges, il a principalement été question de tout mettre en œuvre pour garder un environnement propre et sain, mais surtout dans le strict respect des mesures barrières. Sur le terrain de la sensibilisation contre le Covid-19 et suivant les recommandations et instructions du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, le préfet du département du Vouri a réactivé les mesures barrières dans son territoire de compétence. Entouré de ses plus proches collaborateurs, des maires des arrondissements de Douala 3e et 5e, Benjamin Boutou, mégaphone à la main, invite les populations au respect des mesures barrières. Portez le masque. Quand vous venez marcher, portez le masque. En même temps, le maire va installer un point d'eau ici pour le lavage des mains. Les deux maires vont installer le point d'eau pour que nous puissions revenir à l'application des mesures barrières. Une opération de séduction qui vise principalement à dire non au relâchement observé dans les coins et recoins de Douala et notamment les espaces marchands contre le coronavirus. C'est le cas du marché PK14 où la caravane du préfet s'est mise en mouvement. Nous sommes rendus compte qu'il y a eu un relâchement. Le relâchement tout à fait. Que ce soit au niveau de la campagne ou de sa volonté, ou au niveau de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est là que je suis donc. J'ai choisi PK14 parce que nous avons les problèmes d'encombrement de la chaussée et en même temps nous devons profiter de l'occasion pour sensibiliser les gens sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire le lavage des mains, le port obligatoire du masque et peut-être la distanciation sociale. C'est ce que nous avons appelé les mesures barrières. Au-delà de la lutte contre le Covid-19, Benjamin Boutou a aussi tenu le discours de la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain, véritables problèmes sociaux à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce n'est pas facile. Nous reviendrons. Il faut comprendre que ça nécessite une tâche de longue haleine. Nous n'allons pas nous décourager, mais il faudrait que vous aussi, puissiez relayer notre message afin que les gens reviennent au port obligatoire du masque et au lavage. En même temps qu'ils pratiquent aussi la campagne d'hygiène et de salubrité. En promettant revenir sur le terrain de la sensibilisation et peut-être de la répression, le préfet du département du Vouri précise que ces différents combats doivent être gagnés avec le concours des populations. Même son de cloche à Kribi, cité balnéaire camerounaise et chef-lieu du département de l'Océan dans le sud du Cameroun, Noubelo, le préfet de ce département était sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation au respect strict des mesures barrières contre le coronavirus, surtout au regard d'une montée fulgurante des cas de contamination au Covid-19, un peu plus de 348 dans son territoire de compétence. Albert Madola. Conformément aux prescriptions gouvernementales de lutte contre la pandémie à coronavirus et suite à la réunion d'urgence tenue par le gouverneur de la région du Sud, vendredi dernier, de reprendre le taureau par les cornes et de lutter contre le relâchement des mesures barrières. Le préfet du département de l'Océan, Noubelo, vient de faire une descente inopinée au marché de Colbitin pour dire à ses commerçants qui sont la mère nourricière des populations de l'Océan que le corona fait des ravages dans le département de l'Océan. Selon le dernier bilan du comité départemental de riposte contre le coronavirus tenu local mardi dernier, qui enregistrait 348 cas, dont 120 sont hospitalisés à l'hôpital du district de Kribi. Une montée inquiétante due au relâchement des mesures barrières. C'est pour ça que nous devrons donc reprendre rapidement avec le respect des mesures barrières. Cela donc parce que chacun doit apporter, dès que vous sortez de votre maison, vous devez avoir votre masque. Pendant tout votre séjour dehors, vous avez votre masque, que ce soit au marché, dans la rue. Quand vous rentrez, vous pouvez enlever votre masque quand vous êtes dans votre famille. Chacun devant son hôtel doit avoir son seau avec de l'eau coulante et du savon. Lorsqu'un client arrive, vous vous assurez que le client même porte le masque. Parce que pendant qu'il achète ou qu'elle achète,
et qu'en parlant, on va évacuer la maladie éventuellement. Donc alors que si vous avez votre masque, la personne a le masque, il n'y a pas de risque de contamination. Donc je vous invite donc à tout faire pour pouvoir vraiment reprendre la main. Je suis venu pour la santé aujourd'hui. Mais dès demain, monsieur le sous-préfet qui est là, avec madame le maire, ils vont repasser. S'ils trouvent que les gens n'ont pas de masque, cette fois-ci, nous allons sévir. La situation est d'un grave dans la cité baméenne, mais personne n'est conscient. Nous restons dans ce chapitre consacré à la lutte contre la pandémie Covid-19. Le délégué régional de la santé publique pour le littoral était également sur le terrain. Il a sillonné les deux principaux centres de testing dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Là-bas, de nombreuses plaintes ont été enregistrées. Les populations qui viennent pour se faire tester, ils passent de nombreuses heures, ceci au détriment de leurs activités, ce qui n'encourage pas du tout les uns les autres à se rendre dans les centres de dépistage contre le coronavirus. Reportage. Je peux dire que je suis satisfait parce que vu que c'est organisé et que on sait les premiers arrivés, toute personne qui arrive un peu plus tôt est satisfait d'être prélevée également un peu plus tôt. Et ce qui fait que voilà, on n'est pas assez, on est assez grand pour ne pas être désorganisé. Et simplement d'être dans les rangs et d'attendre son tour. Ce sentiment ainsi exprimé par un patient volontaire venu pour le test Covid-19 au centre de dépistage de Derdo à Akwa Douala est loin de refléter la réalité sur le terrain qui est tout autre dans les centres de dépistage. D'ailleurs, d'autres personnes testées n'ont pas manqué de préciser leur ressenti grâce au numéro vert mis à leur disposition par la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. La population nous a fait remonter le temps d'attente qui est long, les conditions qui ne sont pas évidentes et puis aussi ils nous ont parlé du temps de rendu de résultats. C'est fort de ces manquements qu'une équipe de la délégation régionale de la santé publique est descendue sur le terrain. Conduite par le docteur Albert Mambo Maka, il s'est agi d'améliorer la prise en charge des centres de testing tels que recommandés dans le plan national de riposte contre le Covid-19, notamment dans les principaux de Deido et de Bangé, qui du reste sont les plus sollicités de Douala. Vous êtes sans ignorer que nous avons mis sur pied une application qui vise à faire enregistrer et faciliter le travail pour le testing des voyageurs, que ce soit au niveau des centres de prélèvement, qu'au niveau des laboratoires et aussi qui améliore le rendu des résultats. Maintenant, nous sommes en train de passer à l'étape suivante qui est celle de faire en sorte que les services pour lesquels nous sommes en train de travailler soient effectivement rendus dans les meilleures des conditions. Quant aux voyageurs, auxquels l'exigence de la présentation du test Covid-19 est une priorité, une application disponible sur la page de la délégation régionale de la santé publique a été mise en place pour faciliter les opérations de testing et pour cela. Vous remplissez toutes les informations qui sont demandées et vous pourrez être enregistré. Mais pour cela, il faut y aller au minimum 72 heures avant votre voyage. 72 heures et pas 48. Et vous serez programmé pour être prélevé et on vous dira dans les minutes qui suivent à travers un mail que vous allez recevoir dans quel site vous êtes attendu et à quelle heure est-ce que vous devez être prélevé. Et ainsi vous passerez dans le site qui va s'organiser pour vous prendre en charge en fonction de l'heure d'arrivée de chacun et qui pourra vous prélever pour qu'on ait un rendu de résultats assez rapide. La même application existe au niveau des laboratoires qui pourront rapidement aussi faire un rendu de résultats parce que dès que votre résultat sera enregistré dans la plateforme, vous recevrez un mail dans les minutes qui suivent qui vous donnera votre résultat que vous pourrez utiliser en guise de résultat quel que soit l'endroit où vous allez. La nouvelle démarche qui vise à décongestionner ces centres de dépistage en cette période où on parle de plus en plus d'une deuxième vague du Covid-19 au Cameroun est saluée et appréciée à juste titre par les populations. L'application est très pratique, effectivement je suis au courant de ça. J'ai été informé par le personnel qui pense que c'est une bonne chose. Ça facilite la tâche, ça décongestionne un peu les embouteillages qu'il y a ici et du coup ça aide à être mieux organisé. En attendant que la mayonnaise prenne autour de cette
procédure nouvelle, les autorités sanitaires de la région du littoral appellent les populations au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement contre le Covid-19. Nous nous intéressons à une autre actualité, mais cette fois-ci dans la région de l'ouest du Cameroun, où l'esplanade de la prison centrale de Bafoussam a servi de cadre à la cérémonie de remise des épaulettes au personnel en service dans cette maison d'arrêt, cérémonie présidée par le général de prison Gomba Ngamé, délégué régional de l'administration pénitentiaire pour la région de l'ouest du Cameroun, qui a par ailleurs prescrit célérité et ardeur au travail aux différents récipiendaires Patrick Ngwanya et Herbert Kwamo. Ils étaient au total 43 personnels en service à la prison centrale de Bafoussam, bénéficiaires d'une promotion au grade supérieur pour le compte de l'année 2020, à recevoir leur nouvelle épaulette des mains de leurs parrains. 4 grades étaient concernés, un élève au grade de gardien-chef principal des prisons, qui a vu ses épaulettes épinglées par le délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'Ouest. 6 promus au grade de gardien-chef-major des prisons, 29 élèves au grade de gardien principal des prisons et 7 promus au grade de gardien-major des prisons. Tout ceci à la satisfaction des nouveaux gradés. Un très grand jour pour nous. Cela prouve également que l'administration bouge. Je suis très fier que la haute hiérarchie puisse également me récompenser. Après les 10 années de labeur, vraiment ça motive et ça nous donne une sorte de, comment dirais-je, une sorte de, en fait, une émotion quoi, une émotion, non en fait, une motivation quoi. Pour le délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'Ouest, cette cérémonie est le couronnement d'un travail bien fait. Par ailleurs, il invite les heureux promus du jour à redoubler d'ardeur au travail. Ces promotions, c'est une reconnaissance de la bonne manière de servir, des états de service, du loyalisme, de l'efficacité dans l'accomplissement des missions de l'organisation pénitentiaire de garde et de réinsertion des personnes placées sous main de justice. Donc je vous exhorte à continuer à aller de l'avant pour hisser très haut les couleurs de l'administration pénitentiaire camerounaise. C'est un défilé militaire très applaudi et clôturé par les carrés des promus qui a mis un terme à la cérémonie des remises des épaulettes à l'esplanade de la prison centrale de Bafoussam. Une belle fait ensemble pour ces promus, mais davantage une occasion de motivation pour plus d'ardeur au travail dans les prisons et principalement la prison centrale de Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous parlons à présent de culture dans la région du nord du Cameroun. Là-bas, l'IRAD met à la disposition des populations des meilleures semences de sorgho. Le sorgho qui pourrait être également une culture de rente dans les tout prochains mois, les toutes prochaines années, surtout que les industries brassicoles semblent s'y intéresser davantage. Rentrons dans les champs pour comprendre pourquoi. Sa culture est moins importante que celle du maïs, grande consommatrice d'eau et qui s'adapte très mal face au réchauffement climatique. Le sorgho de contre-saison, cette plante rustique, résiste mieux à la sécheresse et n'est pas sensible au stress hydrique. C'est une plante qui grandit sur l'eau résiduelle du sol. Donc la quantité d'eau tombée dans les années antérieures influe sur le rendement de l'année en cours. C'est une plante qui a besoin de jours courts et de températures nocturnes très basses pour fleurir. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, la culture du sorgho de contre-saison, encore appelée mousrouari, fait de plus en plus d'adeptes chez les agriculteurs, grâce notamment aux efforts de l'Institut de recherche agricole pour le développement, l'IRAD, qui mène depuis 60 ans de recherches qui ont permis de développer des variétés de sorgho productives et résistantes à la sécheresse très rude dans cette zone agroécologique soudano-sahélienne. Une contribution de la recherche qui a permis aux agriculteurs d'accroître leur rendement et d'améliorer les techniques culturelles.
pour une plante qui a grandi sur les résiduels d'eau en contre-saison, je pense que c'est suffisamment important. C'est suffisamment important parce que si vous multipliez les 900 à 1 tonne par hectare sur toute la superficie qui sont cultivées d'ici jusqu'au nord de Gaza, c'est beaucoup de kilos. Pour le moment, 80% du sorgho cultivé par les agriculteurs de l'extrême nord Cameroun est consommé dans les ménages. Mais cette situation pourrait très vite changer. Ceci en raison de l'intérêt de plus en plus accru des sociétés brassicoles pour cette graine qui pourrait au fil des années devenir une culture marchande d'envergure. Vous devez connaître que le sorgho sorgho muscari n'est plus seulement une culture de base, mais ça en va d'être une culture marchande. Parce que les sociétés industrielles brassicoles en sont intéressées. Donc ça donne la possibilité aux paysans de faire beaucoup plus d'argent. Oui, donc c'est en réalité en voie de devenir une culture marchande. En fait, cela est déjà. Avec une production annuelle de plus d'1,5 million de tonnes, le sorgho occupe le 3e rang parmi les céréales après le maïs et le riz au Cameroun. Il revient donc aux chercheurs de capitaliser les acquis des 60 dernières années de recherche pour qu'à terme, la production augmente et que le sorgho devienne une culture de rente. Un objectif louable attendu des chercheurs en la matière sur l'ensemble du triangle national. Nous parlons également de sport et précisément du Sud-Africain Patrice Motsepe qui remplace le Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de 2 ans de toute activité liée au football par le tribunal arbitral du sport. Que retient-on du passage d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football, surtout au terme de la 43e Assemblée générale élective de l'instance fêtière du football africain? Tentative de réponse, Zobel Apollinaire. À la tête de la Confédération africaine de football en 2017, après avoir battu aux élections le Camerounais Issa Hayatou, Ahmad Ahmad a décidé d'entreprendre un certain nombre de réformes dans le déroulement de certaines compétitions africaines. C'est ainsi que le nombre de pays participants à la Coupe d'Afrique des Nations de football a été revu à la hausse, passant de 16 à 24 pays, avec une modification de la période d'organisation passant de janvier à juin. Idem pour la CAN féminine, dont le nombre de pays participants est passé de 8 à 12. L'autre réforme concerne les compétitions de clubs, où il avait été décidé que les finales de la Champions League africaine et de la Coupe de la CAF se joueront désormais en un seul match pour éviter le triste scénario de la confrontation entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Athletic Club. Ces réformes ont été expérimentées sur le terrain avec l'organisation de la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays en Égypte. Compétition qui avait pourtant été au préalable attribuée au Cameroun, mais a connu un glissement de date à cause de la lenteur affichée dans la livraison des différentes infrastructures retenu pour la compétition. Sous Ahmad Ahmad, le Cameroun a pu obtenir l'organisation de son premier championnat d'Afrique des Nations en 2020 et s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Dans la gestion de l'institution elle-même, Ahmad Ahmad a apporté beaucoup de changements dans l'administration de la CAF en se séparant de tous ceux qui de près ou de loin pouvaient avoir un rapprochement avec son prédécesseur Issa Hayatou, le responsable de la communication. Le Camerounais Junior Binyam en a d'ailleurs payé les frais. Engagé dans l'optique de fouler au pied l'héritage laissé par Issa Hayatou après plus de 25 ans de service à la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad a très vite été rattrapé par les problèmes judiciaires. Devenu ennemi de ceux qui l'ont porté à la tête de la CAF, dont le président de la Fédération internationale de football association Gianni Infantino, les tares de gestion de la CAF du Malgache ont été très vite mis à nu et l'ont condamné pour un certain nombre d'années, le mettant en course pour un second mandat à la tête de l'instance fêtière du football africain. C'est d'ailleurs le tout premier président de la Confédération africaine de football à n'avoir pas achevé son mandat pour faute lourde.
Il y a 5 ans, la Côte d'Ivoire et précisément Grand Bassam était touchée par des attaques terroristes. 5 ans plus tard, quelle est la situation? Suivons plutôt ce reportage. Il est environ 23h30 ce jeudi à Afaka, lorsque des hommes armés... Les jours et les vacanciers ont beau passer, le traumatisme reste. Maître d'hôtel de l'établissement L'Étoile du Sud, Saï Louise Martin, est une survivante de l'attentat de Grand Bassam. On a beaucoup peur de l'attentat, on a beaucoup peur de ce que le pays même vit. On a franchement peur pour notre travail et pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains. C'était il y a 5 ans, le 13 mars 2016. 3 hôtels de la station balnéaire de Grand Bassam sont attaqués. 6 assaillants armés de fusils ouvrent le feu. Bilan, 19 morts et 33 blessés. 4 ans après l'attaque de Grand Bassam, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, le pays est de nouveau frappé par le terrorisme. Dans le nord-est, le poste frontière de Kafolo est assiégé par un groupe armé, causant la mort d'une dizaine de soldats. La Côte d'Ivoire est clairement dans l'heure du cyclone terroriste, et ça depuis je veux dire 2012, depuis les premières attaques, l'occupation du nord du Mali. Les principaux groupes qui ont occupé ce nord du Mali avaient déjà annoncé leur intention d'élargir leur théâtre d'opération jusqu'au golfe de Guinée. Un climat anxiogène aux conséquences désastreuses pour l'industrie du tourisme, déjà fortement impactée par la crise sanitaire. Et puis toujours dans l'actualité internationale, intéressons-nous au Sénégal qui vient d'être secoué par une vague de manifestations. Bien que ces manifestations aient été reportées, la jeunesse... Étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce groupe d'amis a décidé de se réunir ce vendredi à l'heure de la prière pour honorer la mémoire des 11 personnes décédées lors des récents troubles. Des victimes dont l'âge moyen ne dépasse pas 20 ans. Aujourd'hui, on s'est réunis pour effectivement dénoncer cela, affirmer aussi que ce sont des martyrs et on les doit bien cela. Parmi eux, certains ont été blessés pendant les manifestations visées par des balles à blanc, dont Pape Abdoulaye. Khalil, lui, a été interpellé au sein même de l'université et a passé 3 jours en garde à vue. 2 de ses compagnons de cellule, des étudiants également, sont toujours détenus. Depuis l'événement, je peux vous dire que dormir aussi, c'est un problème pour moi. Je pense toujours à nos camarades. C'est parce que moi, j'étais là-bas. C'est pas quelque chose de facile. C'est un lieu dont tu ne parviens même pas à dormir. Selon la presse, près de 500 personnes ont été arrêtées lors des manifestations, mais aucun chiffre officiel n'a encore été communiqué. Cette journée de deuil national a été initiée par le M2D, le mouvement de défense de la démocratie. Une coalition formée récemment qui regroupe des partis d'opposition ainsi que des mouvements citoyens. Nous voudrions aujourd'hui demander qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités, mais aussi punir ceux qui sont l'auteur, n'est-ce pas, de ces crimes odieux. Mais également commencer déjà à présent à indemniser ces familles qui ont subi, n'est-ce pas, ces pertes. En plus de ces jours de recueillement, ce samedi, des rassemblements pacifiques sont prévus à Dakar et à l'intérieur du pays, ainsi qu'un téléthon dans les semaines à venir en soutien aux blessés et aux familles des victimes. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'un programme qui se poursuit. Bon samedi à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir sur LTM.